prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jeu de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le 46e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré au mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Ça sera donc le dernier qui sera consacré au film de 2024. Et on est déjà en 2025 à l'heure où je vous parle. Donc évidemment une bonne année à toutes et tous. Meilleurs vœux pour cette année 2025. Je suis évidemment très en retard comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Et honnêtement, on n'est plus à ça près. Vous connaissez le concept, on va pas perdre plus de temps. On part tout de suite et on commence avec Cure, réalisé par Kiyoshi Kurosawa, sorti en 1997. Thriller, un thriller d'épouvante, dirons-nous. Donc film japonais, qui parle donc d'un détective qui enquête sur une série de meurtres étranges qui se déroulent à Tokyo et va vite être confronté à un suspect énigmatique, dirons-nous. Film que j'ai trouvé assez incroyable, assez saisissant, avec une ambiance vraiment assez unique. C'est vraiment un film qui te prend aux tripes. Vraiment, tout est fait pour vraiment être embarqué dans cette espèce de film vraiment étouffant, qui est pas forcément très impressionnant en soi, mais disons qu'il dégage une ambiance qui est quand même assez dingue. Et c'est un film qui est très brut de décoffrage. Le film va vraiment ne pas lésiner sur ses effets. C'est assez saisissant. Voilà, je peux pas vraiment dire mieux, je peux pas mieux vous le vendre que ça. J'ai pas non plus envie de trop en dire parce que ça vous gâcherait la surprise, je pense. Parce que c'est un film qu'il faut découvrir vraiment en sachant le moins possible presque, pour vraiment le prendre en pleine gueule. Donc voilà, ça m'a donné envie de voir plus de films du fils Kurosawa, qui est très intéressant. Donc voilà, je vous recommande Cure de Kiyoshi Kurosawa. Attention, c'est un film quand même qu'il ne faut pas mettre devant tous les yeux, bien sûr, ne serait-ce que pour l'ambiance vraiment très austère, mais si vous êtes prêts, je vous recommande largement ce film. The Devil's Bath, réalisé par Séverine Fiala et Veronika Franz. Film autrichien qui m'intriguait parce que c'était réalisé par un duo de metteurs en scène que j'avais vu à Gérardmer avec le film The Lodge, que j'avais bien aimé. Ils avaient aussi fait Good Night Mommy, qui m'intrigue beaucoup depuis longtemps, que j'ai toujours pas vu, mais il faut définitivement que je le rattrape. D'autant plus après avoir vu The Devil's Bath, qui a évidemment était très confidentiel comme sortie, hélas, qui a très peu fait d'entrée, et pourtant qui est un film vraiment très intéressant, qui en gros raconte l'histoire d'une femme religieuse qui vient de se marier, qui donc s'installe avec son mari, et le problème c'est qu'au fur et à mesure il va se passer des choses. Je peux pas trop en dire encore une fois, mais c'est un film qui m'a surpris parce que c'est un pur film de genre qui commence vraiment comme un truc assez classique et puis qui au final va commencer de plus en plus trouble. Et va y avoir une descente aux enfers du personnage principal qui est assez saisissante. Je trouve que ça joue très très bien. Il y a vraiment des séquences qui sont assez marquantes. J'ai été assez impressionné, je dois dire. Notamment une scène finale qui est assez choc, dirons-nous. Dommage que le film ait vraiment été confidentiel parce que vraiment il vaut le coup d'œil. Vraiment il vaut le coup d'œil. Il est vraiment très intéressant. Il y a une vraie ambiance dans la photographie, dans la mise en scène, dans l'ambiance sonore et tout ça qui est vraiment saisissante. Et encore une fois, le casting est très bon. Donc notamment l'actrice principale qui s'appelle Anja Plaszik. Je sais même pas comment on prononce. Vous voulez vraiment que je prononce de l'autrichien? Quel enfer. Bref, elle est très 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 forte, cette actrice. Elle porte le film presque à elle toute seule. Donc c'est vraiment très intéressant. Pas de défaut particulier, même si j'ai mis que 7 sur 10, entre guillemets, ce qui est quand même une bonne note. En vrai, si peut-être quelques petites longueurs par-ci par-là, mais vraiment ça reste léger. C'est vrai que le film dure 2 heures, effectivement. Il aurait mérité d'être un peu plus resserré, peut-être. Il y a peut-être des séquences qui tardent un peu à venir, on va dire. Mais malgré tout, il y a quand même une ambiance vraiment très significative qui se développe et qui est vraiment assez honorable. Donc non, une bonne surprise, vraiment, ce The Devil's Bath. Et vraiment, définitivement, il faut que je vois Good Night Mommy de ces deux metteurs en scène. Ni chaîne ni maître, réalisé par Simon Moutaïrou. Film sur l'esclavage, sur des esclaves qui essaient de s'en sortir, plus ou moins, avec notamment un père qui essaie de retrouver sa fille qui s'est échappée d'une plantation. Film assez intéressant, que j'ai trouvé plutôt bien filmé, avec quelques tentatives un peu fantastiques, pas désagréables. Je trouve que ça joue plutôt bien. On retrouve des acteurs assez inconnus, d'autres plutôt connus. On a notamment Camille Cotin ou encore Benoît Magimel au casting. J'aime bien quand même le côté des acteurs connus mais qui sont pas dans le casting principal, enfin qui sont pas les personnages principaux. C'est presque un vrai thriller quelque part, ce qui est plutôt une bonne chose. Après, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'était pas forcément le sujet pour, encore que je trouve qu'il le traite quand même pas si mal.
Il y a une jolie fin. Après voilà, j'ai pas forcément été plus saisi que ça, mais le film est pas très long, il se suit plutôt pas trop mal. Et j'aime bien certains mouvements de caméra quand même dans le film. Je trouve que ça joue plutôt bien aussi. Et voilà, ça reste un sujet qui est, notamment dans le cinéma français, qui a pas forcément été très exploité et très développé. Donc voilà, c'est au moins un film qui change un peu dans son sujet, dans son contexte aussi historique évidemment, parce que ça se passe donc au XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma français. Donc rien que pour ça, c'est intéressant. Après voilà, le film est pas non plus grandiose. Il y a quand même quelques faiblesses, je trouve, dans le rythme notamment. Il a un peu de mal à se positionner quand même sur ce qu'il raconte. Enfin, quand je dis à se positionner, c'est... Disons que parfois, il y a des moments où le film s'intéresse un peu trop aux personnages secondaires pour mettre en avant les acteurs justement un peu connus. Ce qui est, je trouve, un peu dommage parce que du coup, après, parfois, c'est des sous-intrigues qui n'amènent pas à grand-chose. Donc voilà, peut-être un petit problème de narration par moment et un petit problème de rythme. Mais ça reste un film que je trouve assez appréciable et que je vous recommande malgré tout, ne serait-ce qu'au moins pour son sujet, qui a été assez peu raconté dans le cinéma français. Stitch, le film réalisé par Bob Galloway et Tony Craig. Pourquoi j'ai regardé ça? Parce que on a revu Lilo et Stitch quelques jours avant. Film que j'aime toujours beaucoup, que je trouve très beau. Peut-être un de mes Disney préférés. Et du coup, j'avais jamais vu Stitch le film. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et grand mal m'en a pris d'avoir dit oui. Parce que j'ai trouvé ça très inutile. En fait, le pire, c'est que c'est un film qui lance une série qui a été faite après. Donc c'est une introduction de série. C'est un film qui dure 1 heure, qui est une introduction de série. Ce qui est la pire chose pour moi. Parce que du coup, ça raconte rien. Ça ne propose que des sous-intrigues qui ne seront du coup jamais exploitées dans le film en lui-même, parce que ça va être développé dans la série derrière. Et vraiment, ça ne raconte rien de plus. L'animation est franchement bâclée, c'est pas drôle. Les personnages sont vraiment des archétypes d'eux-mêmes dans ce film. C'est vraiment pas intéressant. C'est déjà tout ce que pouvait faire de pire Disney à cette époque-là, donc vraiment, non merci. Le pilote de série en lui-même, ça n'a vraiment pas envie de regarder la série en plus. Je trouve, c'est pas intéressant. La promesse de voir toutes ces versions de Stitch, non, c'est même pas intriguant. Donc vraiment non merci, restez-en au premier Lilo et Stitch, c'est largement suffisant. Vraiment le film n'est pas du tout nécessaire. Bon, le gros morceau qui arrive, Death Note, réalisé par Adam Wingard, sorti en 2017, l'adaptation Netflix, la fameuse, qui m'avait été imposée par Lofada, que je salue, un viewer Twitch, un abonné Twitch, un ami avant tout, mais bref, c'est pas le sujet. J'ai regardé l'animé avant de voir le film, je tiens à le dire. Animé que j'ai beaucoup aimé, même le dernier tiers qui je sais a pas mal divisé. D'ailleurs le deuxième tiers de l'animé pour moi est mon préféré, c'est le meilleur arc pour moi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'animé, donc j'étais quand même curieux de voir ce qu'elle donnait, cette fameuse adaptation Netflix qui a été tant décriée. Et très honnêtement, c'est pas bien. Vraiment c'est pas bien pour toutes les raisons que tout le monde a déjà dit il y a longtemps déjà. Mais j'ai vu pire. Honnêtement, j'ai vu pire. Il y a quand même quelques tentatives par moment de rendre le truc un minimum intéressant et pas forcément honteux. Mais le problème, c'est que le film accumule tous les mauvais choix. Il y a vraiment des trous de scénario énormes. J'ai pas forcément de problème avec le casting en soi. Après, bon, voilà, évidemment, le film fait d'énormes raccourcis par rapport à l'animé. Bon, là, pour le coup, il n'a pas le choix. J'aime bien, malgré tout, l'idée que le film ne suive pas totalement l'animé au pied de la lettre. Au moins, le film essaye de proposer un petit peu autre chose. Je dis bien essaye, parce que malheureusement il n'y arrive pas. La tentative est louable, mais le film n'y arrive pas. Parce que voilà, en termes de mise en scène, il n'y a rien d'intéressant. En termes de photos, c'est très inégal. Les effets spéciaux sont vraiment pas dingues. Ryuk, franchement, on est à 2 doigts du costume en carton. Non, c'est quand même pas très bien. C'est on va pas se mentir, hein, le film ne vole quand même pas sa réputation. Même si je pense qu'il y a pire, malgré tout, ce n'est pas un bon film, de toute évidence. Et il faut évidemment regarder l'animé, ou même lire le manga, mais pas regarder ce truc. Voilà, vous notez bien que c'est quand même un film très opportuniste, qui n'aura pas dû être fait. Très clairement, le film n'apporte rien, ne sert à rien. Non, merci, mais bien essayé quand même. Drone, réalisé par Simon Buisson, un thriller français, film de genre français même d'ailleurs presque, on pourrait dire, dont j'ai parlé dans le Cinéflorg. Vous connaissez la chanson, je salue Tiflog en même temps. Du coup, je vais pas beaucoup développer ici, juste pour résumer. J'ai trouvé le film assez intéressant. Le concept du drone en tant que tel, du coup, je trouve est très bien utilisé et assez pertinent au vu de la situation du personnage principal.
vais pas trop en dire. Donc j'aime bien certains parallèles qui sont faits. Après je trouve que la narration est un peu bancale par moment. Je trouve que le film aurait pu aller plus loin par moment. Après j'aime bien le casting, j'aime plutôt bien la mise en scène. Mais voilà, je dirais quand même que le film reste un peu sage. Alors que vraiment il avait moyen d'être beaucoup plus percutant, ce que je trouve dommage. Donc voilà, je pense que ça aurait pu aller plus loin. Mais je vous renvoie au Cinéflog pour plus de détails. Adieu bande d'aller, sorti en 2016, réalisé par Midi Z. Midi Z, dont j'avais vu un film qui s'appelait Nina Wu, que j'avais vraiment bien aimé, que j'avais vu en salle en 2020, je crois, s'il n'est pas d'été, ou 2019, je sais plus exactement. Film que j'avais vraiment bien aimé, et du coup j'avais envie d'explorer un peu plus son cinéma. En fait c'est une coproduction internationale, mais du coup le metteur en scène est taïwanais, donc c'est ça, donc c'est ouais, donc on va dire que c'est un film taïwanais qui du coup suit deux immigrants birmanes qui s'installent en Thaïlande, et du coup c'est deux personnages qui ont une relation assez comment je pourrais dire ça, assez énigmatique. En fait on ne sait jamais vraiment la relation entre les deux personnages, on sait pas s'ils sont amis, on sait pas s'ils sont amoureux, on sait pas, c'est pas très clair. Le film je pense brouille les pistes un peu exprès pour vraiment que leur relation soit très floue et très ambiguë. Malgré tout, je trouve que le film est vraiment intéressant. Il y a vraiment de très très jolis plans. La mise en scène est vraiment assez percutante. C'est un film totalement politique et social, hein, évidemment. En gros, ils sont dans la galère, hein, donc ils vont essayer de s'en sortir. Ils vont enchaîner les petits boulots, puis finalement, ils vont tous les deux travailler dans une usine de textile. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur l'affiche. Et du coup, ouais, voilà, vraiment, ça va être la relation sur les personnages qui va vraiment gangréner tout le film et qui va vraiment le porter jusqu'à arriver à un final assez énigmatique et tragique qui a, je crois, beaucoup divisé. Et je peux le comprendre parce que c'est vrai que c'est une fin assez choc. Mais ça mis de côté, j'ai quand même trouvé le film assez captivant, même si le rythme est de façon assez attendue, très lent. Voilà, c'est vraiment un film d'auteur pur, donc voilà, vous attendez pas du grand spectacle. C'est vraiment un film qui pose son rythme, qui pose une ambiance, et de très jolies scènes malgré tout. Je trouve que le casting s'en sent bien. Donc voilà, c'est un film que j'ai trouvé vraiment intéressant, peut-être un peu long par moment, mais j'ai apprécié le voyage. C'est un film quand même qui reste assez dépaysant et qui raconte des choses assez pertinentes sur les conditions de vie donc des immigrés birmanes. Donc voilà, au moins pour ça, c'est assez intéressant. Dark Shadows, réalisé par Tim Burton, sorti en 2012. Bon, je suis pas très Tim Burton, j'ai déjà dû le dire dans cette émission. C'est pas un cinéaste qui me charme particulièrement. J'ai vu quelques-uns de ses films. Le seul que j'ai vraiment aimé, je dirais que c'est Sleepy Hollow. Mais au-delà de ça, bof quoi, j'ai vu Charlie la chocolaterie, j'ai vu Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai vu Beetlejuice aussi récemment, dont j'ai parlé effectivement dans un jeu de ciné récent. Et voilà, rarement il m'a captivé. Et c'est pas avec ce film-là que j'ai été vraiment convaincu, parce que Dark Shadows, bon je sais que c'est pas forcément son film le plus coté, loin de là. Et il y a raison, c'est que c'est un film que j'ai trouvé assez très moyen. Pas nul, honnêtement, il y a quand même quelques bonnes idées, mais c'est vrai que c'est un film assez décontenançant parce que vraiment on sait jamais vraiment où il veut se poser, on sait pas si c'est une comédie, on sait pas si c'est un film d'épouvante. Vraiment, les comédies d'épouvante c'est toujours compliqué à faire, évidemment, toujours. Hein. Soit ça fait trop rire pour faire peur, ou ça fait trop peur pour faire rire, toujours compliqué. C'est un équilibre qui est très difficile à trouver, mais je trouve que le film ne le trouve pas vraiment. Le casting cabotine un peu, les personnages sont pas vraiment intéressants, il y a des immenses trous dans la narration et dans le scénario qui sont vraiment très étranges. Donc c'est pas un film qui est spécialement fascinant, je trouve que c'est pas très bien filmé en plus, des trucs qui sont vraiment pas assez développés et qui arrivent un peu comme un cheveu sous la soupe. Donc ouais, vraiment c'est pas un film très intéressant. Voilà, je peux pas vous dire mieux, c'est pas nul, mais honnêtement, j'ai franchement pas été captivé. C'est toujours pas ce film qui me convainc d'aimer Tim Burton. Enfin, après, il faut que je sais que c'est des grands classiques, hein. Je pense notamment à Edward Main d'Argent ou Big Fish, peut-être qu'ils sont quand même des films, je pense, bien plus intéressants. Donc voilà, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que je dirais, ah ouais, finalement, Tim Burton, c'est pas si mal. Mais là, pour l'instant, ouais, hein, très gros bof, hein. Très gros bof. Megalopolis, réalisé par Francis Ford Coppola. Qu'est-ce qu'on en a parlé de ce film? Alors là, vraiment, le film le plus improbable de 2024, je pense. On en parle dans un cinéflorg. Je vais faire assez vite ici. C'est le film le plus moyen que j'ai vu de ma vie, je pense. Vraiment le film qui enchaîne les idées de génie et les scènes dignes d'un gros nanar. C'est vraiment un film où il est très difficile de se positionner, indéniablement. Je ne comprends pas ce projet, parce qu'il y a vraiment des séquences qui sont géniales. Et il y a d'autres moments où tu sais pas ce que tu fous là, où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe?
Le casting est en roue libre, même si en vrai j'aime bien Dan Driver, je trouve quand même qu'il propose encore une fois là aussi un rôle intéressant. Mais vraiment en termes d'esthétique, ça oscille entre le coup de génie et le mauvais goût pur. En termes de scénario, c'est incompréhensible, ça va dans tous les sens, et apportant quelques éléments par-ci par-là à retenir qui racontent quelque chose d'intéressant. Il y a vraiment quelques bonnes idées, mais il faut avouer quand même que globalement c'est quand même un truc qu'il faut se bouffer, qu'il faut prendre dans la gueule et qu'il faut digérer, et c'est pas simple. Donc voilà, je saurais même pas si je peux vous le conseiller parce que c'est vraiment c'est le film le plus moyen que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment, je peux pas vous dire mieux. Donc voilà, Cinéflore pour plus de détails, même si je pense qu'on bute aussi un peu en touche, que ce soit moi ou Tiflorg. C'est le genre de film où il faut faire son propre avis parce que vraiment c'est impossible d'en donner un assez objectif parce que c'est très compliqué. C'est vraiment un cas d'école total d'un metteur en scène qui a une vision, qui propose quelque chose et vraiment t'es avec lui ou pas, quoi. Et je comprends totalement qu'on déteste ce film, ou je peux comprendre qu'on l'aime aussi, moyen, je peux pas vous dire mieux. Cinéflore pour plus de détails. L'histoire de Soleiman, réalisée par Boris Lochkin, Cinéflore également, mais pour faire très vite, c'est un très très bon film. Un des grands films de 2024, indéniablement. Film vraiment saisissant, passionnant, alors que vraiment c'est entre guillemets tout simple. On suit un livreur Uber en galère, et vraiment ça capture quelque chose de vraiment saisissant, quoi. C'est vraiment un film que j'ai trouvé assez incroyable et très immersif. Ça peut faire enchaînement de séquences, mais vraiment, il y a vraiment un fil rouge. Ça raconte quelque chose de très vrai. On a l'impression que c'est presque un documentaire. Et pourtant, dans l'esthétique, c'est vraiment très abouti. Les acteurs sont incroyables. Abou Sangaré, évidemment, est une incroyable révélation. La fin est juste formidable. Très grand film de 2024. Voilà, je peux pas vraiment dire plus. Il faut le voir absolument. Si vous l'avez pas encore vu. J'espère que ça me donnera l'envie de ne plus commander sur Uber, évidemment. Miséricorde, réalisé par Alain Guiraudy, là aussi gros morceau de 2024, qui je pense ira au César sans problème. Donc Alain Guiraudy, c'est le premier film que je vois de lui. Je sais que c'est un metteur en scène qui est assez clivant et qui fait des films très étranges. Et c'est pas avec ce film qu'il donnera tort aux gens qui décrivent son cinéma comme étant très bizarre, parce que c'est un film très bizarre, il faut l'avouer. J'ai bien aimé. De toute façon, on en parle dans un Cinéflorg. J'ai quand même quelques réserves, mais il faut avouer que c'est un film qui est assez fascinant. J'aime beaucoup l'acteur principal, Félix Kissil, qui est une révélation aussi assez folle. Les relations entre les personnages sont assez savoureuses. Il faut le dire, j'en dirai pas plus pourquoi. Vraiment, c'est le film qui enchaîne les improbabilités. C'est un film qui enchaîne les variations de ton où on sait vraiment pas où se placer, mais ça dégage quelque chose d'assez insaisissable en fait. Et vraiment, c'est un film qu'on a envie de creuser, qu'on a envie d'explorer pour vraiment comprendre ce qu'il veut vraiment nous dire. Il y a des séquences qui sont très très bonnes, je trouve que c'est très bien réalisé pour le coup, et il y a une très belle photo aussi, donc vraiment techniquement le film est en plus très solide. Mais c'est vraiment dans son ton, dans son côté très irrévérencieux que le film vraiment tire son épingle du jeu. Voilà, j'ai pas adhéré à tout, j'ai pas tout aimé, mais indéniablement c'est un film très intéressant qu'il faut voir, je pense. Je sais pas si c'est la meilleure porte d'entrée pour cinéma d'Alain Guiraudy, mais en tout cas j'avoue que ça m'a donné envie de voir plus de films du cinéaste, donc au moins le pari est réussi pour ça. Ça reste toujours assez improbable, je trouve, que le film a au casting Jean-Baptiste Durand, réalisateur de Sean Lacasse, qui en plus joue très bien dans ce film-là, donc voilà. Mais c'est vrai que quand on me l'a dit au début, j'étais en mode, mais what the fuck, et non, c'était vrai, c'est quand même assez improbable, mais pourquoi pas. Voilà, donc Miséricorde, Cinéflore pour plus de détails, mais très intriguant, il faut le dire. Chronique chinoise, réalisée par Lu Yi, je ne sais pas, film ça alors chinois, qui raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui travaillent sur un film, non plutôt, qui ont travaillé sur un film il y a plus de 10 ans et qui du coup voulaient le terminer. Et ça se passe en 2020 cette histoire, et qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Je vous laisse deviner. Et du coup finalement le film va se transformer un petit peu en une espèce de semi-documentaire où on va finalement suivre cette équipe de tournage qui vont être confinés dans un hôtel, je crois. Et du coup, finalement, on va suivre un peu leur mésaventure dans ce contexte-là, où ça va presque être un huis clos. On va surtout suivre un personnage qui, du coup, est loin de sa famille, est isolé, et il va y avoir des relations qui vont se créer un peu plus fortes avec l'équipe de tournage. C'est un film très étrange, parce que du coup, on nous vend un groupe d'amis qui se retrouvent plus de 10 ans après. Ils retrouvent les séquences qu'ils avaient tournées à l'époque. Et en gros, ils veulent terminer le film, et puis finalement, il se passe... En fait, d'ailleurs, Cinéflorg aussi, pardon, qu'on est chinoise, donc je vais quand même essayer de faire vite. Et du coup, le film, il y a un côté méta où en fait, la pandémie de Covid-19 arrive dans le film comme dans la narration. C'est-à-dire que brusquement. C'est-à-dire que vraiment, ça te prévient pas. Que ce soit les spectateurs ou les personnages, ça arrive de façon inattendue. Tu
pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on se sent un peu trahi parce que du coup, le film raconte pas vraiment ce qu'on était venu voir à la base. Malgré tout, c'est pas inintéressant, je trouve. Même si le film, on sait pas trop où il se positionne, si c'est vraiment un documentaire ou machin. En plus, le film insiste vraiment beaucoup sur le contexte du Covid. Il y a des vraies images d'archives pour raconter vraiment tout le confinement en Chine, etc. Donc c'est très étrange comme film parce que vraiment, on a l'impression, on ne sait pas ce qu'il veut raconter. Et alors, c'est marrant parce que le film, dans sa version originale, s'appelle un unfinished film, donc un film inachevé, et on peut pas mieux décrire le film que ça. Et du coup, est-ce que c'est un coup de génie à se dire que finalement le film est exprès comme ça pour justement respecter son titre, ou alors on se dit non, en fait c'est un film inachevé, donc c'est quand même un film qui est pas parfait, loin de là quoi. On sait pas vraiment comment se positionner, il y a des séquences qui sont assez intéressantes, donc le film va faire plus de détails, mais j'avoue que je sais pas trop me positionner. J'ai plutôt apprécié l'ensemble, même si j'avoue que la première partie je l'ai largement préférée au reste parce que j'aime beaucoup quand il revoit les images qu'ils avaient tournées à l'époque, je trouve qu'il se passe quelque chose de très fort. Et dommage finalement que ce soit pas plus exploité que ça dans le film, c'est dommage, je le trouve. Je pense que ça aurait été bien plus intéressant que tout ce qui suit après, dommage. Mais malgré tout, pas inintéressant. Et ça reste un reflet d'une époque à la fois lointaine et pas si lointaine. Même en termes de documentaire, ça reste pas inintéressant quoi. Mais c'est compliqué de se positionner, malgré tout. Voilà. Le robot sauvage, réalisé par Chris Sanders, le fameux revival, plus ou moins, de DreamWorks. Je crois qu'on en parle dans un cinéflorgue, si je dis pas de bêtises. Pour faire assez vite, j'ai trouvé le film vraiment bien. Je suis malgré tout pas dithyrambique. Je sais que le film a été énormément apprécié et quand même a vraiment pété tous les pronostics. C'est vrai que ça fait du bien de voir un film d'animation original. Et c'est vrai qu'en termes d'animation, c'est très très beau. Tout l'univers est super intéressant, la musique est géniale, voilà. Donc c'est un très beau film, indéniablement. Ce qui m'a embêté, qui vraiment m'empêche de mettre le film dans le top de l'année, c'est vraiment le fait que je trouve que le film est trop rapide. Je sais pas si c'est vraiment un truc de cette époque-là où vraiment du coup les jeunes sont vraiment habitués à du contenu rapide, etc. Mais je trouve que le film a un rythme extrêmement rapide. Et là, il y a plein de moments où il aurait pu m'avoir dans l'émotion. Je trouve que vraiment c'est un peu balayé parce que le film, j'ai l'impression, n'arrive pas à souffler. Je trouve que le film n'arrive pas à se poser. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des séquences qui auraient vraiment été amenées à s'inscrire un peu dans la durée pour vraiment marquer plus. Et il y a vraiment des moments dans la narration où je trouve que c'est un peu tronqué. Et du coup, parfois je trouve qu'on a un peu du mal à s'attacher au personnage. Alors que vraiment il y a tout pour vraiment les rendre super attachants et très émouvants, etc. Mais vraiment il y a vraiment ce rythme très soutenu qui m'a vraiment dérangé, qui m'a vraiment empêché par moments d'être totalement impliqué. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment moi qui suis devenu un giga boomer et c'est possible hein, et vraiment qui n'arrive plus à apprécier les trucs où ça va trop vite, mais vraiment j'ai vraiment ces sensations là pendant tout le film quasiment, et je trouve ça dommage parce que vraiment sans ça aurait pu vraiment être un très 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 grand cru de 2024. Et pour moi, c'est un bon film, hein, indéniablement, c'est sûr et certain. Et il faut encourager ce genre de projet. Mais voilà. Non, il y a quand même un truc qui m'a manqué là-dessus. En termes de narration, j'aurais aimé quand même un film un peu plus... qui s'ouvre un peu de temps en temps, quoi. Signer un peu plus de détails, de toute façon. Comme un prince, réalisé par Ali Mariyar, qui est un rattrapage de 2024, ni plus ni moins, avec Ahmed Silla. Bon... C'est pas un très bon film, c'était juste pour avoir un film de plus dans les films de 2024, je pense, c'était pour gonfler un peu mes stats. En vrai, c'est pas très intéressant. Oui, le chat qui miaule. Il y a aucune mise en scène, ça se veut être une comédie, c'est pas très drôle. Le film est trop court en plus, il manque une demi-heure au film. Vraiment, la fin est presque honteuse parce que vraiment ça se termine. Voilà, en mode c'est la fin. Et tu fais. Donc vraiment, il manque 20 minutes au film peut-être. Et en même temps, on se dit 20 minutes de plus, bon. C'était pas forcément nécessaire, vraiment, même le casting, pourtant il y a par exemple Julia Platon que j'aime bien, mais elle est franchement pas phénoménale. Il y a Jonathan Cohen aussi, qui essaye de s'en sortir, qui arrive à décrocher 2-3 sourires, mais c'est quand même très léger. En vrai, je m'en rappelle même pas. Je galère, hein, ça se voit que je galère, mais je me rappelle pas du film. Je l'ai vu il y a 2 mois, je m'en rappelle pas. Je me rappelle de rien, ça m'a vraiment pas du tout marqué. Un boxeur qui du coup a fait une connerie, qui ne va finalement pas aux Jeux Olympiques, et du coup qui doit travailler au château de Chambord pour faire des travaux d'intérêt généraux, et puis il va rencontrer une jeune meuf qu'il va coacher, tout ça. Non, c'est pas le genre de film qui fait honneur au cinéma français, vraiment pas. Donc vraiment, c'est pas du tout utile de le regarder. Vraiment, passez votre chemin. Monsieur Aznavour, réalisé par Mehdi Edir et Grand Corps Malade. Film dont j'avais parlé dans mes attentes 2024, qui donc m'intriguait notamment pour le duo de réalisateurs. Donc j'avais beaucoup aimé Le Patient. Et donc certes, biopic. Je suis pas très biopic, mais j'aime beaucoup Aznavour, j'aimais beaucoup le deux metteurs en scène. Donc j'étais quand même curieux de voir ce que ça allait donner. Et on en parle dans un ciné-florgue, mais un peu déçu. On va pas se mentir. C'est quand même un biopic qui finalement coche un peu toutes les cases du biopic classique.
Malgré un Tahar Rahim qui est assez saisissant par moment, malgré un duo avec Bastien Bouillon que j'ai bien aimé, malgré le fait de réécouter du Aznavour dans une salle de cinéma, ça fait quand même un petit quelque chose, même si c'est très facile, ça fait quand même quelque chose. Il y a certaines chansons quand même qui fonctionnent toujours aussi bien aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment le biopic Wikipédia par excellence par moment, et c'est très dommage. Malgré 2-3 petites tentatives, j'ai notamment beaucoup aimé la transition avec Dr. Dre, ceux qui auront vu le film je pense comprendront. Ça c'est une idée intéressante, mais c'est quand même trop peu pour un biopic de plus de 2 heures. C'est quand même très tiède. Voilà, c'est quand même très tiède, c'est pas mauvais, mais c'est quand même très tiède, et je pense que au vu des metteurs en scène et du bonhomme, ça méritait mieux. C'est dommage. Donc un peu un gâchis, je trouve. C'est pas un mauvais film, mais je trouve que c'est quand même un peu un gâchis. Décevant. Dommage. L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Henry Selick, sorti en 1993. Un classique que je n'avais toujours pas vu et que j'ai enfin découvert. J'ai trouvé le film très sympa, vraiment avec une animation effectivement qui est très très cool et qui n'a quasiment pas pris une ride. J'ai bien aimé les idées du film, j'ai bien aimé les personnages, j'aime bien l'énergie de l'ensemble, j'aime bien les chansons. Voilà, j'ai pas non plus été totalement subjugué par l'ensemble, mais non, c'est un film qui est très plaisant à regarder. En vrai, je trouve qu'en termes de narration, il y a quelques petites imperfections, je dirais. Il y a 2-3 moments que je comprends pas, donc j'avoue que ça m'a un peu décontenancé par moments. Mais non, dans l'ensemble, ça reste. Il y a quand même une ambiance qui se dégage. Il y a un truc assez enchanteur qui fonctionne très très bien encore aujourd'hui, donc voilà, c'est quand même un film qui n'a quasiment pas pris une ride, donc pour ça c'est très bien. Donc oui, voilà, juste j'ai pas été subjugué, mais c'est un film que j'ai trouvé vraiment bien quand même malgré tout, et oui, qui mérite sa réputation. Pas forcément grand chose à dire de plus, voilà. Loup-garou, réalisé par François Uzan, on en parle dans un cinéflorgue. C'est peut-être le pire film que j'ai vu en 2024, voilà, les termes sont dits directement. J'ai pas forcément envie de taper sur l'ambulance, mais faut quand même avouer que c'est mauvais quoi. Typiquement le film qui a été fait pour de mauvaises raisons, avec un casting mal choisi, le film n'exploite pas son univers, il y a des séquences embarrassantes, c'est pas drôle, c'est mal filmé, non c'est mauvais, hein. Désolé hein. Mais c'est vraiment mauvais, hein. Ça me fait chier de... Non, c'est tirer sur l'ambulance d'ailleurs. Il me semblait bien que l'expression, j'avais pas la bonne depuis le début. Tirer sur l'ambulance. J'aime pas tirer sur l'ambulance, c'est pas intéressant et c'est vraiment de l'opportunisme pur et dur. Ne vous infligez pas ça, vous méritez mieux. Le cinéma français mérite mieux. Vraiment, c'est pas bien. Mais allez, cinéflorgue, pour plus de détails. Si vous voulez comme vous abuser, parce que voilà, on défonce le film et c'est quand même rigolo. Monster House, réalisé par Jill Kennan, sorti en 2006, film que j'avais envie de voir depuis un longtemps, en vrai, film qui m'intriguait. Ça devait être sur un DVD, je regardais beaucoup à l'époque, mais c'est vrai que dans ce DVD, il y avait la bande-annonce de ce film-là, qui m'avait toujours intrigué, alors en vrai qui me faisait un peu peur, et il faut quand même avouer que l'animation a pris un petit coup de vieux, il y a quand même des moments où elle fait un peu flipper. Malgré tout, c'est pas un film qui est désagréable, notamment dans sa première moitié que j'ai trouvé vraiment réussi, où en fait du coup en gros on suit un adolescent surtout qui va se rendre compte que la maison en face de chez lui est hantée, en tout cas étrange, à la suite de la mort du propriétaire de cette maison là, qui était un vieux gars désagréable, effrayant, qui martyrisait les garçons du quartier. Il y a vraiment un côté très Spielberg dans le début, où c'est très intriguant, on a envie d'en savoir plus, et puis donc du coup il est rejoint par son meilleur ami et une meuf qui les rejoint un peu après, donc il y a une vraie dynamique qui va se créer entre les trois, et je trouve qu'il y a des moments où le film est assez mature, très curieusement, ce que j'ai trouvé très appréciable. Après la seconde moitié je trouve se casse un peu la gueule malgré tout, je trouve qu'après le film en fait un peu trop et n'a pas l'humilité et le charme du début, je dirais. C'est un peu dommage, mais malgré tout il y a quand même quelques belles idées. C'est un film malgré tout qui arrive à séduire et qui se suivent relativement bien quand même, donc voilà. Vraiment juste dommage pour la seconde moitié qui est vraiment en dessous de la première. Ça reste un film que je trouvais appréciable. Voilà, donc je l'ai enfin vu après toutes ces années. Donc je suis content d'avoir presque vaincu un traumatisme, hein, parce que vraiment la bande-annonce me faisait flipper à l'époque. Donc voilà, au moins pour ça, c'est quand même une bonne chose. C'est quand même pas ça de perdu. Transformers One, réalisé par Josh Cooley. Alors celui-là, si je l'avais vu venir, ce film, un film d'animation Transformers qui raconte les origines de Transformers. Et en plus, on m'avait dit qu'il était bien, mais j'aurais pas cru, mais si, le film est bien. Une vraie bonne surprise que Transformers One, effectivement, qui est un film politique, vraiment, un film sociétal ou social. Je sais jamais, en vrai les deux vont souvent de pair, mais c'est vrai, mais non, c'est un vrai film social, mais malgré tout, ça se bourrine. Et ça se tape dessus, et vraiment l'animation est très cool, les personnages sont très attachants, j'aime beaucoup la dynamique qui se crée, j'aime beaucoup la mise en scène. Voilà, encore une fois, en fait ce qui m'embête un peu avec ce film, c'est que comme beaucoup d'origin story, ça en fait des caisses pour raccrocher les ponts, pour bien comprendre que tel personnage, il va devenir ça, tel personnage il va devenir ça,
et on en fait des caisses, on fait des giga gros clins d'œil. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut arrêter de faire parce que vraiment, c'est vraiment d'une paresse d'écriture terrible. Je trouve ça vraiment dommage parce que le film n'a vraiment pas besoin de ça. Mais à part ça, c'est un très bon spectacle, une bonne surprise, vraiment une très bonne surprise que ce Transformers One. Personne n'attendait, je pense, et tout le monde a été surpris. Et pourquoi pas d'autres films dans cet univers-là, en animation? Peut-être que finalement c'est en animation que la saga peut s'en sortir le mieux, même si j'avais en vrai vraiment bien aimé Bumblebee. J'aurais vraiment aimé qu'ils poursuivent plus l'arc Bumblebee, mais en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau film, c'est un nouvel arc, donc je sais pas s'ils vont s'en sortir avec cette saga. Peut-être que là ils ont trouvé bon filon. À voir. Louise Violet, réalisé par Éric Bénard, film français avec Alexandre Lamy et Grégory Gadebois qui raconte l'histoire de Louise Violet, une professeure, alors que l'école devient obligatoire à la fin du 19e siècle, va essayer de faire une école dans un petit village reculé, dirons-nous, où les enfants travaillent déjà en tant que paysans pour aider leurs parents. C'est un film que j'ai trouvé assez intéressant, plutôt bien filmé, avec un bon casting. Après, c'est un biopic, donc voilà, tout ce que ça implique, vous connaissez. Même si en vrai, c'est quand même suffisamment intéressant pour capter l'attention. Voilà, j'aime bien ce que ça raconte, j'aime bien comment ça la raconte. Après voilà, c'est pas un film non plus qui est impressionnant, ça reste un film qui est quand même assez balisé, on va quand même pas se mentir. Donc voilà, il n'y a pas non plus de grosses surprises, mais c'est pas désagréable, ça se regarde plutôt bien, c'est un chouette moment, et c'est encore une fois un sujet qu'on n'a pas forcément beaucoup vu au cinéma, donc rien que pour ça, je dirais quand même que ça vaut le coup d'œil. Voilà, pas grand chose à dire de plus, de toute façon j'en parle dans un cinéphore je crois, de façon un peu plus détaillée, mais en vrai pas tant que ça non plus, mais voilà. The Substance, réalisé par Coralie Farja, le fameux film qui a beaucoup fait parler, bien sûr, en cette fin d'année. Cinéflorgue, et pour en dire un peu ici, j'ai vraiment bien aimé. C'est un film qui m'a indéniablement secoué à pas mal de moments. Il y a vraiment des séquences qui sont très réussies, il faut le dire, et assez jouissif par moments. Quand ça rentre dans le body horror pur, ça m'a vraiment convaincu et assez pris aux tripes. Après, même si je sais que le film assume totalement son côté très appuyé, très métaphorique, il faut quand même avouer que le film en fait trop par moments et organique quand même un petit peu à se canaliser par moments. Je sais que c'est voulu en vrai, mais malgré tout, je pense qu'on n'aurait pas diminué le message, honnêtement, d'être un peu plus subtil par moment. Après, oui, ça reste jouissif, on va pas se mentir, et honnêtement, j'ai vraiment apprécié le moment. Il y a vraiment des séquences qui m'ont vraiment marqué. Oui, ça fonctionne quand même, très référencé, mais ça arrive à créer son propre univers, à sa propre cohérence. J'aime beaucoup l'esthétique globale, j'aime beaucoup la voix de la substance, on va dire. J'aime beaucoup ce qui est fait dans le dernier acte. Je trouve que le choix de Demi Moore est génial. Enfin voilà, il y a plein de belles choses quand même malgré tout dans le film. Je comprends qu'on puisse l'adorer. Quelques petites réserves, mais non, c'est indéniablement un des films de l'année, et bravo Coralie Farja. Ça reste un film bien meilleur que Revenge à mon sens, et j'espère qu'elle continuera à faire du cinéma comme ça, parce que c'est quand même très intéressant. Cinéphore pour plus de détails malgré tout. Juré numéro 2, réalisé par la légende Clint Eastwood, Cinéflorgue, j'ai adoré. J'ai adoré Juré numéro 2, peut-être le meilleur film d'Eastwood depuis un long moment. En vrai, depuis peut-être Richard Jewell, je dirais quand même, qui est pas si vieux que ça non plus. Il est vrai que j'aurais été très déçu que son Cry Macho, qui est son film précédent, soit son dernier film, parce que c'est vrai que le film était quand même pas terrible. Enfin, il était pas si mal, mais c'était quand même pas un grand film. Et là, pour le coup, s'il termine sa carrière là-dessus, même si on espère toujours qu'il réalise encore un film, évidemment, mais s'il termine sa carrière là-dessus, c'est très fort, parce que vraiment, il accouche d'un film d'une classe folle, tellement intéressant, avec vraiment un casting parfait, une mise en scène sobre, mais classe, et d'une élégance folle, avec vraiment une histoire captivante, une narration vraiment petits oignons. En plus, c'est le genre de film avec une fin que j'adore. Vraiment, la fin du film est parfaite, je trouve. Vraiment, quand il fait ce genre de film, Clint Eastwood, mais qu'est-ce que je l'aime. C'est un film qui est tellement fort, tellement humain. C'est vraiment que des dilemmes moraux, que des histoires personnelles qui sont fortes. Les personnages sont tellement intéressants, c'est pas des archétypes, il n'y a pas de gentils et de méchants. Il y a un non-manichéisme que j'adore. Merci, monsieur Eastwood. Quel plaisir qu'il ait marché en France, parce que vraiment, c'est génial. Et je suis très content aussi que Steve Fogg l'ait beaucoup aimé. Un des films de 2024 pour moi est vraiment de loin, quoi, parce que vraiment, c'est un pur plaisir. J'ai adoré Juré numéro 2. Nicolas Hoult est génial, Toni Collette, Zoe Dutch, J.K. Simmons, tout le casting est formidable. Bravo, merci. Au boulot, réalisé par François Ruffin et Gilles Perret, le fameux film, enfin fameux documentaire d'ailleurs plus précisément, pardon, avec Sarah Salman, la fameuse chroniqueuse CNews, je sais pas quoi là, très problématique dirons-nous, et donc ce pari de la faire travailler dans des conditions réelles pendant un mois je crois, et donc Ruffin et Gilles Perret qui vont la suivre dans son périple. C'est un film qui m'a un peu décontenancé parce que en soi le principe est rigolo, le concept est sympa.
Après, je trouve quand même que c'est un film qui est très limité dans son discours, parce que ça va quand même pas bien loin, et même c'est effectivement des histoires qui sont assez touchantes. Il y a une volonté de filmer le réel qui est très louable, il y a des séquences qui sont assez saisissantes malgré tout. On a vraiment évidemment beaucoup de peine pour ces travailleurs. En vrai, c'est compliqué de trouver un équilibre entre vraiment montrer ces personnes-là et en même temps filmer Sarah Salman, parce que c'est vrai qu'il y a un fossé qui se crée, qui est très intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas forcément assez creusé, et je trouve ça assez dommage. Ouais, je suis quand même un peu partagé, quoi, parce que on passe un bon moment, très indéniablement, enfin un bon moment, si on veut. Non, ça reste ludique, quelque part, mais malgré tout, on a l'impression que ça fait pas forcément avancer le schmilblick, parce que je trouve que ça raconte pas grand-chose non plus. Le concept montre vite ses limites quand même, parce qu'au final, on se rend compte que que Sarah Salman n'a pas du tout changé aujourd'hui, donc finalement on se dit un peu tout ça pour ça. Après, est-ce que ça veut dire aussi quelque chose justement sur le fait que ces gens-là ne changeront jamais? Ça peut se dire quelque chose d'intéressant là-dessus aussi. Et pareil, le film prend pas forcément assez de recul par moment. Enfin, en vrai, c'est un sujet délicat et ça reste louable d'avoir essayé de le faire, mais c'est vrai que on a l'impression que François Ruffin se met beaucoup en avant. Et voilà, et au-delà des opinions politiques et de ce qu'on peut penser de lui, ça interroge malgré tout. Donc bon, que un film sur ces travailleurs-là, ça aurait été, je pense, tout aussi intéressant et pertinent, et je sais pas, plutôt sympathique, mais je suis quand même un peu partagé. Je pense que ça aurait pu être plus pertinent et plus impactant, certainement, avec un sujet pareil. C'est dommage. Flo, réalisé par Ginst Zilbalodis, je crois qu'on prononce comme ça, qui est un film... alors, c'est une coproduction belge-française. Ah non, Letton, du coup, c'est ça, c'est une coproduction belge, française et letton, sur ce fameux chat qui n'avait plus peur de l'eau, comme je dirais le sous-titre français, qui est un très joli film d'animation, indéniablement. Encore une fois, une animation qui est assez formidable. Ça se rapproche du Robot Sauvage quand même par instant, il faut l'avouer, même si ça prend quand même une direction très éloignée, parce que déjà, il y a absolument aucun dialogue, donc forcément déjà, il y a un parti pris quand même qui est un peu plus radical, dirons-nous. C'est un film qui est plein de poésie, c'est un film qui est vraiment très beau par instant. Malgré tout, j'étais un peu décontenancé. Déjà, je trouve quand même que le film, il y a quand même des longueurs indéniables. Parfois, peut-être que le film en fait un peu trop dans le côté contemplatif. Et je trouve aussi que le film se permet de rendre ces personnages un peu trop puissants. Rien que sur le fait que les animaux arrivent à conduire un bateau. Je sais pas, il y a un truc du coup qui pour moi amène un peu... Il y a une espèce d'éloignement qui se fait un petit peu à ce moment-là avec les personnages, que je trouve un peu dommageable, parce que finalement on a vraiment plus l'impression que c'est des animaux par moment. Donc ouais, il y a quand même certains moments qui m'ont un peu décontenancé et quelques petites longueurs un peu dommageables. Mais voilà, malgré tout, c'est quand même un spectacle assez magnifique, il faut bien l'avouer. Et ça reste un très joli film. Après voilà, si vous aimez les chats, vous allez forcément être conquis, je pense, évidemment, parce que tout choupi bien sûr, mais... Au-delà de ça, non, c'est un très beau film avec une animation vraiment très belle, qu'on n'a pas vu souvent au cinéma, donc ça, pour moi, ça fait plaisir. Ça change vraiment de la 3D Disney Pixar, on va dire. Donc voilà. May December, réalisé par Todd Haynes, là aussi un rattrapage de 2024, parce que c'était vraiment un film qui m'intriguait là pour le coup, avec notamment donc Nathalie Portman et Julianne Moore, qui raconte l'histoire d'une actrice, Nathalie Portman, qui rencontre un couple marié où du coup leur histoire va être adaptée au cinéma, donc justement, en sachant que ce couple-là, on va dire, s'est formé dans des circonstances, on va dire, scandaleuses. Je n'en dirai pas plus pour laisser un peu le mystère. C'est un film que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'aime beaucoup le trouble qui s'installe au fur et à mesure du film. Je trouve que le casting est très bon, je trouve que c'est très bien réalisé, je trouve qu'il y a une ambiance globale qui est vraiment intéressante. J'aime beaucoup les personnages, très énigmatiques, très humains finalement. Il y a un non-manichéisme encore une fois qui est assez saisissant. C'est vraiment un film qui m'a fasciné en fait. Je peux pas vraiment dire mieux, j'ai été captivé du début à la fin quasiment. L'air de rien pourtant, parce que c'est vrai que c'est pas un film forcément qui est très impressionnant en soi, mais il y a un rythme et une narration suffisamment élaborés pour me captiver. Je suis content de l'avoir rattrapé, je trouve que vraiment c'est un bon film quoi. Je vois pas vraiment de défauts particuliers, peut-être quelques petites longueurs par-ci par-là. Cette séquence finale quand même qui est encore une fois très trouble et assez ambiguë que j'aime bien. Il m'a peut-être manqué un petit truc en plus pour vraiment être dithyrambique, mais non, ça reste un film quand même que j'ai vraiment bien aimé et que je vous recommande. Il est très intéressant, je trouve. Mais encore une fois, il y a une mise en abîme qui est faite, qui est encore une fois super intéressante. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, pardon, mais May December, on en parle dans un Cineflog. Donc voilà, si vous voulez plus de détails. Anora, réalisé par Sean Baker. Le fameux Palme d'Or à Cannes, bien sûr. Cineflog également pour ce Anora. Pour faire rapide, j'ai bien aimé le film. Et j'ai fini par être embarqué, on va dire, parce que je dois avouer que la première demi-heure, j'ai eu un peu de mal. Parce que on suit des personnages que je trouvais assez antipathiques, honnêtement. Mais au fur et à mesure que le film se déroule, il a commencé à y avoir des thématiques qui me parlaient plus. J'aime bien la dynamique de l'ensemble. En fait, c'est vraiment une Palme d'Or qui est quand même très surprenante, parce que c'est vraiment le genre de film, il y a 10 ans, t'aurais dit que ça allait être une Palme d'Or.
Tu l'aurais jamais cru, quoi. J'ai l'impression que Cannes vraiment essaye de se dévergonder, on va dire, de plus en plus. Ce qui est une bonne chose en soi, hein, parce que honnêtement, c'est quand même une comédie noire, on va dire presque, qui se rapproche plus d'un frère Cohen que d'un Jean-Luc Godard, quoi. Enfin, pardon, l'écart est dégueulasse, mais c'est vraiment pour que vous compreniez un petit peu quand même ce qui se joue. Ouais, c'est un film quand même qui est très décomplexé, quoi. Donc, que ça gagne la Palme d'Or à Cannes, qui a encore une réputation quand même très bourgeoise et très autorisante et tout ça. Bon, après, c'est un pur film d'auteur, Nora, hein, parce que Sean Baker est un auteur, indéniablement. D'ailleurs, c'était le premier film de Sean Baker que je voyais, et ça m'a donné envie de voir d'autres films de sa filmographie. Non, c'est un film quand même qui arrive à être attachant au fur et à mesure. J'aime beaucoup la dynamique entre les deux personnages dans le dernier acte. Quand je dis les deux personnages, je dis pas qui volontairement. La fin aussi que je trouve vraiment belle. C'est vrai qu'en y repensant, finalement tout est logique et tout est cohérent et c'est un film que je pourrais revoir à la hausse. Finalement en y repensant, c'est un bon film, indéniablement. Même si j'avoue que j'ai du mal à rentrer dedans au début. C'est un film qui reste. Et ça, c'est pas forcément arrivé beaucoup dans les films de 2024. Donc au moins pour ça, on peut le saluer. Et de toute façon, Cinéflorgue pour plus de détails évidemment. Animal, réalisé par Emma Benestan, avec notamment Oulaya Amamra. La bande-annonce m'avait intrigué de ce film, ça se rapprochait presque du film de genre français, ce qu'il est plus ou moins, même si c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai trouvé l'ensemble assez intéressant, même si j'aurais aimé, j'avoue que ça aille plus loin. C'est vrai que le film reste un peu timide, même si je le comprends peut-être, parce que je pense que le film a pas non plus un budget de dingue, mais il y a presque un côté un peu western par moment qui est pas désagréable. Le sport, ça s'appelle la course camarguaise. On suit un groupe de personnes qui font ce sport-là, et donc on suit notamment le personnage de Nejma, qui est donc la seule femme dans ce milieu, donc évidemment, ça va pas être anodin, évidemment, il va se passer des choses par rapport à ça. Et du coup, j'aime bien le sujet du film et comment il est traité, et l'angle qui a été trouvé, même si effectivement, ça reste un film assez attendu dans son déroulé, pas toujours très subtil aussi par moments, ça manque peut-être un peu de nuance dans ses personnages. Malgré tout, je trouve l'ensemble quand même assez intéressant, j'ai plutôt été captivé. C'est pas un grand film, mais quand même, il vaut le coup d'œil, je pense. Il y a quand même certaines images qui sont assez réussies, plutôt intéressantes. Rabia, réalisé par Marek Engelhardt. J'espère que je prononce bien. Film français qui m'intriguait beaucoup, de par son casting, notamment donc Megan Northam, que j'avais beaucoup aimé dans Pendant ce temps sur Terre de Jérémy Clapin, dont j'ai parlé dans un précédent jeu de ciné. Donc, il raconte l'histoire de deux jeunes femmes qui partent en Syrie pour devenir des femmes de soldats, et ça va mal se passer de façon assez attendue, j'ai envie de dire. Et vraiment, ça m'intriguait beaucoup le sujet, et j'étais déçu. Voilà, je peux pas vous dire mieux, j'ai été vraiment déçu. On en parle dans un cinéflorgue. Je trouve que le film n'arrive vraiment quasiment jamais à trouver son ton. Je trouve que ça manque de contexte au début. J'ai vraiment pas du tout été impliqué avec les personnages. J'ai pas du tout réussi à m'identifier, j'ai pas du tout réussi à être en empathie avec les personnages. Parce que pour moi, je trouve que ça manque de contexte. Je trouve d'énormes trous dans la narration. Et vraiment, j'ai vraiment du mal à être impliqué en fait. Tout bêtement. Malgré quand même quelques bonnes idées, une scène vraiment pas dégueulasse. Un très bon casting malgré tout. Mais non, j'ai vraiment pas été impliqué. Parce que je pense que c'est un truc qui me dépasse en vrai. C'est un sujet que je trouve très difficile à traiter. C'est courageux de le faire. Mais je trouve que pour moi, ça n'y arrive pas. On comprend plus de choses avec un écriteau en fin de film que en regardant le film, ce que je trouve toujours terrible. Pas mauvais, hein, mais vraiment très déçu. Je pense que j'ai pas eu ce que je souhaitais, et au-delà de ça, je trouve que vraiment le film a des problèmes de narration, et j'ai vraiment pas réussi à m'impliquer dedans, quoi. Surtout ça en fait. Surtout ça. Il manque peut-être 20 minutes au début, limite, pour vraiment qu'il y ait une vraie progression dramatique. Je trouve qu'on l'a pas. C'est dommage. Cinéflorgue pour plus de détails malgré tout. Hérétique, réalisé par Scott Beck et Brian Woods. Film donc qui raconte l'histoire de deux sœurs mormones qui arrivent chez un vieux monsieur joué par Hugh Grant, et qui vont se rendre assez vite qu'elles sont tombées dans un piège, on va dire. Il va rester flou. Film d'horreur que j'ai trouvé assez sympathique, qui a vraiment un très bon début, encore une fois, indéniablement. Une très bonne première moitié, et après le film va un peu plus se faire dans sa seconde moitié, un peu plus emprunter des chemins balisés. Malgré tout, il y a plein de belles idées, je trouve le casting très bon, j'aime bien l'ambiance, il y a certaines séquences qui sont assez réussies. Mais voilà, encore une fois, la promesse est folle, et le film n'arrive pas à transformer l'essai, c'est bien dommage. Après, j'aime bien encore une fois ce que ça raconte sur la religion, et finalement la thématique sous-jacente qu'on nous dévoile vers la fin, que je trouve aussi encore une fois assez intéressante, qui rappelle d'ailleurs un autre film sorti il y a pas très longtemps, dont j'ai déjà parlé dans un jeu de ciné, mais j'en dirai pas plus. C'est un film assez sympathique, qui vaut surtout le coup d'œil pour sa première moitié, et Hugh Grant en méchant s'en sort très bien, un truc qu'il devrait faire plus, souvent, voilà. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, sorti en 2023, réalisé par Olivier Van Hofstadt,
qui avait réalisé Dickeneck. Bon, on a regardé ça à deux, vous en doutez, c'est pas moi qui ai voulu regarder ça. C'est embarrassant, c'est nul, c'est pas drôle, c'est sexiste, c'est une succession de séquences qui n'ont aucun lien entre elles, ça joue mal, la mise en scène est calamiteuse. Et j'ai besoin d'en dire plus, je ne pense pas. C'est très mauvais. Le cinéma français mérite mieux que ça, encore une fois. Passez votre chemin. On va pas s'embêter avec des mauvais films. C'est pas le but de l'émission. Non merci. Au revoir. En fanfare, réalisé par Emmanuel Courcol, que j'ai plutôt apprécié. On en parle dans un cinéflorgue. Indéniablement, le duo principal est très attachant. Benjamin Laverne et Perle Autain sont tous les deux excellents. Après voilà, c'est vraiment le film qui raconte la fracture sociale par excellence. Donc du coup voilà, disons que c'est vraiment le genre de film où il y a deux personnages qui n'ont rien à voir entre eux, qui vont être liés finalement. Ils vont commencer à s'apprécier, puis finalement ils vont se détester, puis ils vont se réapprécier. Bon voilà. Dans ce sens-là, ça suit un schéma très classique. Ça reste très attachant comme film. Indéniablement, même s'il y a quand même, je trouve, quelques défauts, notamment sur le fait que le film n'assume pas vraiment totalement tout ce qu'il raconte sur le côté sociétal et social. Je trouve que le film ne l'assume pas complètement. Le film est très biaisé dans son point de vue, ce qui m'a un petit peu gêné, notamment sur la séquence finale qui est en soi très belle, mais qui je trouve occulte une grande partie de ce qui avait été initié avant, je trouve. Donc c'est un peu dommage, parce que le film, j'ai l'impression, n'assume pas complètement son côté très politique, on va dire. En ça, on pourrait dire que le film est un peu décevant, mais voilà, c'est un film quand même qui est drôle et plein de charme et qui fait du bien, indéniablement, mais il y a quand même quelques défauts qu'il faut pas négliger. En vrai, ça reste un film sympathique. Et enfin, parce que putain, ça faisait beaucoup de films, 20 dieux, réalisé par Louise Courvoisier, qui je sais a été beaucoup apprécié, et merde, je suis passé un peu à côté. J'ai pas aimé, hein, attention, loin de là, mais j'ai pas été particulièrement embarqué, et ça m'emmerde, parce que j'ai l'impression d'être passé à côté d'un truc. Pourtant, c'est bien filmé, j'aime bien l'ambiance sonore, j'aime bien l'histoire, je trouve les personnages attachants, j'aime bien les acteurs, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait que des acteurs inconnus. J'aime bien la photographie globalement, j'aime bien le grain sur l'image, des séquences qui sont très charmantes. Et merde, j'ai pas été plus embarqué que ça, quoi. Il m'a manqué un truc, je saurais pas trop dire quoi. Le film limite aurait mérité d'être un peu plus long peut-être, encore une fois, pour vraiment être plus impliqué dedans. Peut-être un projet d'identification, même si encore une fois, il y a quand même certaines thématiques qui parlent à tout le monde évidemment, mais ouais, j'ai pas trouvé le film spécialement drôle non plus. J'ai vraiment l'impression d'être aigri dans cette émission, c'est absolument terrible, mais vraiment, il y a tellement de films que tout le monde a surkiffé, et moi j'étais en mode ouais, mais. Et vraiment, j'ai l'impression que ça n'a été que ça. Et je pense qu'on en parlera dans le bilan cinéma, mais vraiment, j'ai l'impression d'être un pisse-froid, mais c'est terrible. Hein. Je me sens mal. Et là, vraiment, ce vent Dieu, c'est vraiment la quintessence de tout ça, parce que vraiment, tout le monde a adoré. Et vraiment, je comprends qu'on aime le film. Mais merde, quoi, il m'a manqué un truc. Pour vraiment être embarqué dedans, c'est vraiment un film que j'ai quand même trouvé sympathique, évidemment. Mais merde, pas plus que ça, quoi. Je sais pas, j'ai pas été subjugué. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Je suis navré. Malgré tout, voyez-le, c'est un film qui est quand même très charmant. Et voilà, ça fait du bien aussi de voir de nouvelles têtes, surtout. C'est tout ça qui fait du bien. Voilà pour ce jeu de ciné, avec beaucoup de films, c'était très long. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. On se donne rendez-vous le plus tôt possible pour le bilan cinéma, qui va être aussi un gros morceau, je pense. Encore une fois, une merveilleuse année à vous, meilleurs vœux, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, voyez des films. Ciao!